conjoint pour l'autonomisation économique des femmes en milieu rural. Donc, je me présente. Je suis Oumaï Makefi, chargée de communication régionale Afrique du Nord chez DVV International. Donc, je voudrais juste faire un petit rappel technique avant de commencer. Il y a un service de traduction simultanée et vous pouvez choisir d'écouter ce webinaire soit en français, soit en anglais. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône interprétation en bas à droite de votre écran et la présentation sera donnée en français. Donc, si vous écoutez dans sa version originale, vous restez sur le canal français. Sinon, vous choisissez l'anglais. Donc, juste pour résumer tout ça, interprétation, après, vous choisissez la langue. Voilà, donc je vais vous rappeler l'objectif de ce webinaire. Ce webinaire a pour objectif de partager avec vous les grandes lignes du projet, sa mise en œuvre, ses résultats et les enseignements que nous en avons tirés. Donc, il y aura avec nous deux intervenantes de grande qualité aujourd'hui pour vous présenter ce travail. Il y a Madame Monia Manéaï, qui est l'experte principale du projet et Madame Kauthar Rassa, qui est spécialiste en éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Donc, avant de céder la parole aux deux intervenantes, permettez-moi de vous dire quelques mots sur le programme conjoint JPRI. Donc, le projet JPRI est une initiative conjointe portée par plusieurs agences des Nations Unies, notamment la FAO, le PAM, le FIDA et ONU Femmes. Son objectif est clair, renforcer l'autonomisation économique des femmes en milieu rural en agissant sur plusieurs leviers à la fois, donc l'accès aux ressources productives, la formation, les droits, le pouvoir de décision et la reconnaissance de leur rôle dans le développement local. Donc, dans ce cadre, DVV International a été mandaté par la FAO pour pour mettre en œuvre une composante essentielle qui est l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, notre travail s'est articulé autour du développement de capacités locales, de l'accompagnement des femmes dans leur parcours d'apprentissage et de la valorisation de leurs savoirs et compétences au service de leur autonomie et de celle de leur communauté. Donc, je vous remercie encore pour votre présence. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Monia. Je vais essayer de la présenter rapidement. Donc, Madame Monia est une chercheuse en didactique des sciences et en éducation des adultes. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Son projet de recherche porte sur l'approsémiote didactique et une méthode qui est une méthode innovante, participative et inclusive, spécifiquement adaptée à l'éducation des adultes. Voilà, c'est tout. Madame Monia, je vous passe la parole. Merci, le micro. Merci, Oumaima. Donc, on va commencer la présentation. Je vais partager avec vous mon écran. Euh, bonjour à toutes et à tous. C'est bien que Oumaima, vous m'avez aidé à présenter déjà le projet JPRI qu'on partage aujourd'hui avec vous. Effectivement, le projet GPRI, il vise l'autonomisation économique des femmes en milieu rural. Le projet, comme vient de le dire même, c'est un projet conjoint entre quatre agences des Nations Unies, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le programme, le PAM, le programme d'alimentation mondiale et de l'agriculture. Le FIDA, c'est le Fonds international pour le développement agricole.
Et ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies pour l'égalité et l'autonomisation des femmes. Donc, l'objectif du projet, euh, c'est l'autonomisation économique de la femme rurale dans le secteur agricole en Tunisie. L'objet de l'accord entre l'FAO et DVV International, c'est de combiner le développement d'activités génératrices de revenus, entrepreneuriat agricole, et les opportunités d'apprentissage pour les populations rurales, les organisations professionnelles, GDA, SMSA, et ainsi les formateurs en éducation des adultes, tels que les formateurs des institutions tels que la VFA, l'Agence de vulgarisation agricole, et les formateurs des CRDA en général. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des membres des organisations professionnelles et cadres pédagogiques en formation des adultes, population et les populations communautaires rurales dans deux gouvernorats, Jandouba et Kérouan, et assister les bénéficiaires dans l'acquisition des intrants et des équipements dans le cadre de ce projet. Et donc, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Donc, l'acquisition des équipements, donc on a essayé de faire la formation en utilisant les mêmes équipements qui vont être utilisés après, qui vont servir pour la production après. Donc, comme je viens de le dire, donc, deux zones d'intervention, Jandouba, gouvernorat de Jandouba et le gouvernorat de Kérouan. Donc, les étapes clés pour mieux gérer et pour la gouvernance participative et inclusive, nous avons commencé par l'identification des parties prenantes et l'analyse des besoins et des attentes des parties prenantes et l'élaboration des plans d'action. Euh, les parties prenantes de ce projet sont les CRDA de Jandouba, de Kérouan, l'FAO, DVV International, les GDA, les formateurs relais, les experts techniques et andragogiques, ainsi que les bénéficiaires finaux du projet. Donc, ceci, on l'a fait à travers la réalisation d'une enquête socio-économique dont l'objectif de contextualiser et analyser les besoins en formation et définir les axes prioritaires d'intervention. Tout cela, bien sûr, pour définir les, pour définir les besoins de la population, mais en même temps de toutes les parties prenantes qui ont été, bien sûr, impliquées tout au long du processus. Pour cette enquête socio-économique, donc on a enquêté 205 femmes, dont 167 femmes à Kajandouba et 38 à Kérouan. Déroule donc la mission. Donc on a commencé par l'identification des besoins en formation et la formation des formateurs mentors en andragogie, la formation des formateurs relais et puis la formation des bénéficiaires finaux et la préparation, on a terminé par la préparation des cahiers de charges pour les équipements et les intrants. Donc, l'activité principale pour les formateurs relais et les formateurs seniors aussi c'était l'élaboration des plans de formation et caractérisation technique des équipements et des intrants, le développement des supports didactiques adéquats, la formation des facilitateurs formateurs et formateurs relais et leur encadrement. Formation des bénéficiaires et la formation des bénéficiaires directs. Les thématiques sur lesquelles on a travaillé, c'est la production animale, donc poulet fermier et apiculture, donc pour l'agriculture durable et production de semences
Et formation, bien sûr, c'est les plantes aromatiques et médicinales, la valorisation des ressources locales. Pour la méthodologie, nous avons opté pour des approches participatives et inclusives pour assurer le succès et la durabilité de nos actions. Comme je viens de présenter, donc à l'enquête socio-économique, presque tous les parties prenantes ont participé à des visites de terrain afin de contextualiser et de partager le même langage entre experts et bénéficiaires, formateurs, donc pour partager le même langage et le même contexte et permettre une compréhension à tous les pays de contenu basé sur l'implication de formateurs locaux. C'est le modèle donc en cascade. La réussite de le principe clé de notre intervention, c'était impliquer l'ensemble de l'équipe du projet, experts, coordinatrices, personnel de soutien, communication, finances, administratifs, lors des visites de terrain. Donc, pour assurer un langage commun et une compréhension partagée du contexte et contextualiser la formation en fonction des réalités du terrain, parler le même langage que les bénéficiaires et les partenaires locaux. Donc, on a opté pour le modèle en cascade. Le modèle en cascade, il s'agit de 4 phases. La première phase, on a, après la réalisation de l'enquête socio-économique auquel tous les parties prenantes ont participé. Donc, on a commencé par la formation des formateurs sur les approches andragogiques de DVV international, que ce soit l'approche sémiodidactique, les principes de l'apprentissage, les principes de l'apprentissage des adultes, l'andragogie, donc, et la formation et et c'était pour les formateurs, ces formateurs-là. Donc, il y a les formateurs techniques, 12 formateurs ont bénéficié de cette formation. Des formateurs de l'Agence de la formation et de la vulgarisation agricole et les formateurs techniques en production animale et végétale. La formation a été assurée par Madame Kaufer, que vous allez avoir après. Donc, sur les principes de l'andragogie et les approches d'éducation d'adultes en général, telles que l'approche sémiodidactique, le CEP-alpha et ainsi de suite. Donc, en deuxième phase, donc, on a fait un diagnostic des situations problèmes sur terrain pour préparer, pour identifier les besoins, la conception du contenu et support de formation. Ces formateurs, donc seniors, qui ont passé, mentors plutôt, qui ont passé pour la formation des formateurs relais. Donc, en deuxième phase, en troisième phase, après la conception des formations, des études de besoins par les formateurs mentors. Donc, on a passé à à la mise en œuvre des formations pour les formateurs relais. Comme vous voyez dans le schéma, donc toujours il y a un système d'amélioration continue. Donc, à chaque fois, donc, on fait la formation, donc tout d'abord technique, mais en même temps andragogique pour les formateurs relais. Euh, donc, la formation des formateurs relais, généralement, elle s'est faite par 2 formateurs, donc le formateur technique et le spécialiste en andragogie, afin de réguler au fur et à mesure notre intervention et d'essayer de dégager le maximum
d'informations à travers ces formations et comme c'est un cycle d'amélioration tout au long du processus. Donc, et ces formateurs relais, c'est eux qui ont assuré la population, qui ont assuré la formation des populations locales. Donc, ces formateurs relais qui ont assuré la formation des populations locales, ce n'était pas un seul atelier, mais plutôt c'est un cycle de formation sur toute l'année. Il y a une formation de 3 jours, 15 jours application, d'application, que ce soit pour les formateurs relais sur terrain qui vont faire l'accompagnement et les suivis des bénéficiaires, et c'est les formateurs, mentors, qui reviendront. Donc, après, c'est un cycle de 3 phases, 3 jours formation, 15 jours accompagnement, 2 jours formation, 15 jours accompagnement, et après, c'est 2 jours de restitution des travaux qui ont été faits sur terrain. L'accompagnement était assuré par non seulement, pas uniquement par les formateurs mentors techniques, mais aussi il y a eu quelques visites et l'accompagnement aussi par les formateurs seniors, les formateurs qui sont de l'andragogie. Donc, l'objectif, c'était de s'assurer que les formateurs relais euh, appliquent non pas, non, non, pas uniquement des connaissances techniques, mais aussi des connaissances pédagogiques. Et ça nous a permis de créer une communauté apprenante, puisque les formateurs relais sont des formateurs de la population. De la population. Euh, donc, cette formation en cascade, donc, la formation en cascade nous a permis d'établir un contact direct entre les formateurs mentors et les formateurs relais jusqu'à la fin, et les formateurs aussi en andragogie, jusqu'à la fin du projet. Elle nous a permis aussi de soutenir les formateurs dans leur nouveau rôle en créant une équipe cohésive avec les fortes connexions interprofessionnelles ainsi qu'une communauté de pratique avec des membres qui interagissent régulièrement et se soutiennent dans leur nouveau rôle. L'intégration de mécanismes de suivi et d'évaluation réguliers, c'était la dernière phase. Donc, bien sûr, à part l'évaluation tout au long du processus, on a appliqué, entre guillemets, le PDCA, donc à chaque fois, donc il y a de l'amélioration continue, mais en même temps, on a fait des évaluations à travers les portfolios et les guides créés par produits par les formateurs relais et à travers les réunions, et l'accompagnement qu'on a fait tout au long du processus. Et bien sûr, ce qui nous a amené à créer un climat de confiance entre les différents intervenants et en même temps euh, eux-mêmes, et donc ils ont intégré les formateurs dans tout ce que fait les formateurs mentors. Il est en même temps reproduit aussi par les formateurs relais. Même pour les formateurs relais aussi, ils ont organisé des évaluations pour les bénéficiaires finaux. Et comme les formateurs mentors ont aussi organisé des évaluations, on fait le suivi et l'évaluation des formateurs relais. Donc,
Donc, on a pu former donc, 12 formateurs mentors et 10 formateurs donc, des OPA, 10, donc 10 OPA. On a formé donc 10 OPA, donc 6 à Jandouba, et 7 à Jandouba et 3 à Kérouan. On a formé 44 formateurs relais et 497 bénéficiaires finaux. Le nombre de jours de formation, c'est à peu près 102 jours tout au long de l'année. Donc, sans compter ici euh, l'alternance, puisqu'on a dit il y a la formation, l'auto-formation et la formation de 15 jours qu'on laisse pour les bénéficiaires et les formateurs relais, c'est la formation pratique. Donc, la formation, c'était théorique et pratique, bien sûr, mais les pratiques, ils l'ont fait sur les équipements qu'ils ont déjà. Et on a essayé que, à la fin de la formation, de voir euh, la production euh, de voir la production de ces formations, que ce soit donc pour l'élevage de poulets ou bien pour l'apiculture. Et donc, on a pu, donc, voici quelques réalisations. Donc, là, vous voyez, donc, c'est lors de l'accompagnement après la donc, c'est l'accompagnement des bénéficiaires finaux sur terrain. C'est là, vous voyez, il y a la formatrice relais et la formatrice mentor technique, bien sûr, pour voir tout ce qu'ils ont vu théoriquement. Ils ont fait une session de suivi de tout durant toute la production, depuis la formation théorique jusqu'à la production du miel, les mêmes choses euh, pour le poulet fermier. Donc, après avoir l'équipement, on a demandé aux bénéficiaires qu'on part des œufs pour avoir les poussins et non pas et faire et suivre toutes les étapes, que ce soit pour la production, et suivre toute l'étape de l'œuf à la poule. Voilà. Donc, en même temps, donc, on a, comme pour la permaculture, on a pu faire la plantation de quelques spéculations et de mobiliser la population euh, pour travailler directement sur leur parcelle. Et donc, on a commencé par les formatrices relais euh, qui nous ont donné qui ont mis à la disposition des autres donc leur parcelle de démonstration. Et puis la formatrice relais, les formatrices relais donc ils ont fait la même chose avec les bénéficiaires, bien sûr avec l'assistance des formatrices euh, mentors. Même chose, comme vous voyez, donc, d'ailleurs, heureusement pour nous, qu'on a vu toutes les productions de nos spéculations. Donc, là, c'est la production du blé. Euh, donc, là aussi, donc, à part qu'on a créé c'est-à-dire la richesse de l'expérience, c'est que eux-mêmes, donc, on a créé, on n'a pas uniquement formé, mais on a créé un système de développement, puisque ces bénéficiaires aussi qui ont bénéficié de la culture des céréales, donc, ils ont tous ceux qui ont pris de céréales, donc ils ont signé au niveau
de la CEMASA, donc pour rendre une partie, donc ce qu'ils ont reçu comme don, ils vont le rendre pour le redonner cette année pour d'autres bénéficiaires. Et c'est ça l'importance euh, du système de production qui est vraiment euh, solidaire et en même temps participative. Tout ce qu'on a fait, que ce soit au niveau de la... Tout ça, c'est fait à travers la formation. Donc, on a incité les bénéficiaires à s'approprier du projet et donc, le résultat, donc aussi, donc, comme vous voyez, donc là, c'est l'exécution du projet. Donc, ils ont bénéficié ils ont été certifiés et on a fait la même chose aussi pour les bénéficiaires finaux. Donc, dans les régions, donc, ils ont bénéficié aussi, bien sûr, ils ont pu avoir ils ont été certifiés aussi. C'est selon les formations qu'ils ont fait que ce soit la formation en production animale ou bien en production végétale. Et là, l'une des présidentes des GDA et euh, qui est en train de s'exprimer. Donc, ils ont appris plus que la formation, la prise de parole et l'estime de soi, comme vous voyez, la fierté, puisqu'ils ont vu le résultat, que ce soit en nature et en même temps en savoir directement. Bon, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Monia. Merci pour cette présentation pertinente. Donc, chers participants, si vous avez des questions de clarification, vous avez 5 minutes. N'hésitez pas à les poser dès maintenant, soit à l'oral, soit dans le chat. Et nous aurons également après 35 minutes de discussion plénière pour échanger autour des deux interventions. Donc, maintenant, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas. Et bien sûr, s'il n'y a pas de questions immédiates, nous allons passer directement à la deuxième présentation. Merci beaucoup, Madame Monia. Vous pouvez arrêter le partage. Madame Kautel, est-ce que vous êtes prête? Oumema, Partagez votre écran. Oumema, Ok, tout de suite. Oui, Oumema, s'il vous oui, oui. plaît, mes collègues ont une question de clarification à poser. D'accord. On passe à la Ouais, deuxième vas-y. présentation alors. Bon. Ouais, ils ont une petite question de clarification à poser. On passe à la deuxième présentation. Vas-y. Très bien. Donc, je vais présenter Madame Kautel. Madame Kautel Rassa est une enseignante chercheuse Oui, à la mais il y a une faculté question des... apparemment. Ah, il y a une question? Ouais. Oumema, il y a une question de clarification. Je Ah, suis avec d'accord. deux de mes collègues. Ouais, D'accord. ils ont une question de clarification pour D'accord, Madame ok, on Monia. passe la parole à votre collègue Abdoulaye. Ok, bonjour Oumema, bonjour à tous. Moi, c'est Yuba Sissi, je travaille chez DVV International Mali. Je coordonne un projet qu'on appelle SSF. Je souhaiterais avoir deux éclaircissements par rapport à la présentation. D'abord, je tiens à féliciter la présentatrice.
Madame Mounia, pour ce brillant exposé. Et cependant, je voudrais savoir la durée du projet. Ça, c'est ma première préoccupation. Et deuxième, est-ce qu'il y a d'autres organisations de mise en œuvre, en plus de DVV, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui interviennent dans le cadre de ce projet-là? Je réponds. Oui, bien sûr. La durée du projet, c'est 1 an et puis on a vu il y a des contraintes d'acquisition de quelques équipements. Donc, on a eu 3 mois, donc en plus, donc 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 mois. Il y a uniquement CDVV qui a réalisé ce projet à travers, bien sûr, l'équipe d'experts qui ont assuré le projet et bien sûr l'équipe de DVV international. Je profite aussi de cette occasion pour remercier l'équipe de DVV international ainsi que l'équipe des experts qui ont tous participé à la réussite de ce projet. Euh, donc, voilà, donc c'est ça ce que je crois que j'ai répondu aux questions. Merci, Mounia. Merci. Des questions de clarification, hein, parce qu'après, il va y avoir une discussion et on aura le temps pour Tout à répondre fait. à... On peut passer à la deuxième présentation? Yes, OK. Donc, pas de questions sur le chat. OK, on passe à la deuxième présentation. Donc, je vais présenter Madame Kauthar. Madame Kauthar Rassa est une enseignante chercheuse à la Faculté des sciences de Tunis, docteur en didactique des sciences physiques. Ses intérêts de recherche portent sur l'analyse des difficultés d'apprentissage en sciences physiques. Voilà, c'est tout. Madame Kauthar, je vous passe la parole. Merci Omaïma. Avant de commencer, je m'excuse pour le problème technique de caméra puisque je n'arrive pas à l'ouvrir. Apparemment, Madame Mounia vous a présenté le projet et à moi maintenant de vous amener un peu sur quelques aspects théoriques. Voilà, les aspects pratiques. Madame Mounia vous en a parlé. Maintenant, je vais vous parler un peu de quelques aspects théoriques, un peu les fondements des approches andragogiques. J'aime bien le mot, bien que certains ne l'aiment pas beaucoup, mais moi je l'aime bien. Les fondements andragogiques des approches éducatives utilisées le long de ce projet. Alors, le DVV international, à travers le projet GPR8, a proposé une nouvelle vision de la formation agricole, axée sur le changement et l'émancipation des femmes dans le milieu rural. Cette initiative vise à transformer les parcours de ces femmes en les aidant à développer de nouvelles compétences et à redéfinir leur rôle au sein de leur communauté. Lorsque nous parlons de formation, il est essentiel de reconnaître que l'identité d'un adulte en formation est façonnée par ses propres expériences. Chaque femme qui a participé à ce projet a apporté avec elle un bagage unique, riche en savoir et en compétences. Cependant, cette accumulation d'expériences peut également devenir un frein. Des habitudes et des préjugés ancrés peuvent entraver l'ouverture à de nouvelles idées. Et on a pu accumuler tout le long de ce projet pas mal d'habitudes des femmes rurales qui ont réellement en contradiction avec les approches scientifiques.
Donc, c'est ici que le changement entre en jeu. Il ne s'agit pas simplement d'une modification du comportement externe, mais d'un processus complexe qui transforme profondément les femmes elles-mêmes à travers l'apprentissage. Elles découvrent non seulement de nouvelles pratiques agricoles, mais aussi une nouvelle confiance en elles, essentielle pour leur émancipation. Et je peux vous assurer que entre les premières séances et les dernières séances, la confiance que ces femmes ont gagnée, leur manière de parler, d'affirmer. Au départ, elles avaient un peu honte d'exprimer leurs idées, mais à la fin, elles s'exprimaient avec une aisance extraordinaire. Ce processus de transformation se fait selon certaines étapes. Chaque individu construit au départ ses cadres de référence à partir de ses croyances et expériences passées. Cela crée un socle sur lequel repose son mode de réponse habituel. Cependant, face à une nouvelle situation, ce mode de réponse peut rapidement devenir inadapté. C'est à ce moment crucial que l'adulte prend conscience des limites de ses habitudes de pensée. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Il s'engage alors dans une réflexion critique, un processus qui l'amène à réévaluer ses croyances et à ajuster ses cadres de référence. Cette transformation n'est pas simplement intellectuelle, elle est profondément personnelle en remettant en question les anciennes habitudes. Elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives qui enrichit l'expérience de l'adulte et sa capacité d'adaptation. Pour assurer cette transformation, les formatrices au cours de ce projet ont essayé d'assurer un cadre où les femmes se sentent en sécurité pour partager leur expérience et leurs idées sans jugement. Elles ont également favorisé la conception de dispositifs de formation mettant l'accent sur le duo apprentissage et activité. Généralement, disons la plupart des dispositifs de formation professionnelle adoptent un modèle classique. On commence par la théorie avant de passer à la pratique. Cette approche suggère que les pratiques n'est qu'une simple application à la théorie. Cependant, les méthodes éducatives de DVV international remettent en question ce paradigme traditionnel en intégrant la connaissance comme une composante intrinsèque de l'activité elle-même, servant à l'orienter et à la guider. Dans ce sens, Rabardel distingue deux types d'activités, l'activité productive et l'activité constructive. Ces deux notions forment un tout inséparable. Dans le milieu professionnel, l'accent est souvent mis sur l'activité productive, tandis que l'activité constructive se manifeste de manière inconsciente, ce qui peut être considéré comme un apprentissage incident. Cependant, dans le cadre des formations, l'activité constructive devient l'objectif principal, tandis que l'activité productive sert de moyen pour y parvenir. Et l'apprentissage d'une activité se déroule selon deux phases. La première consiste à construire un modèle cognitif permettant de saisir les caractéristiques d'un objet et les relations qui le définissent. La seconde phase concerne le développement d'un modèle opératif orientant l'action spécifique à réaliser. Bien que l'acquisition d'un modèle cognitif soit essentielle, elle ne suffit pas. La pratique est indispensable pour développer un modèle opératif qui repose à la fois sur le modèle cognitif et sur l'expérience directe, fournissant ainsi des validations et des ajustements qui orientent l'action. L'apprentissage professionnel atteint son potentiel maximal lorsque les modèles
cognitif et opératif se renforcent mutuellement. Pour analyser une activité, deux dimensions peuvent se présenter. La première, c'est la dimension épisodique. Dans cette approche, les activités sont perçues comme des événements isolés. Nous avons souvent tendance à les décrire de manière linéaire. Il faut faire ceci, puis cela. Cette vision peut sembler simple, mais elle ne rend pas justice à la complexité des processus d'apprentissage. En effet, cette approche peut limiter notre capacité à voir les relations plus profondes entre les différentes actions et leur impact sur l'apprentissage. En revanche, la dimension de configuration offre une perspective plus riche. Ici, nous parlons de relations d'enchaînement où chaque action est intégrée dans un tout significatif. Cette approche met l'accent sur les actions intentionnelles, les relations et les causalités. Elle nous invite à considérer non seulement ce qui est fait, mais aussi pourquoi et comment. Tous ces éléments théoriques, qui sont les dimensions de la description de l'activité, le modèle cognitif et le modèle opératif et la nécessité d'une synergie entre eux, et l'activité procédurale et l'activité constructive, tous ces éléments théoriques nous ont amenés à choisir l'approche sémiodidactique lors des formations. C'est cette approche qui va permettre d'assurer une transition entre la dimension épisodique et la dimension configurationnelle. C'est elle qui permet de créer une synergie entre les modèles opératifs et le modèle cognitif, et c'est elle qui assure une liaison entre l'activité procédurale et l'activité constructive. Piste. Comment ça se passe? Alors, au début, les apprenants ou les femmes dans le milieu rural perçoivent leur activité comme une série d'événements isolés selon une approche épisodique. Le modèle cognitif n'est pas présent. En réalisant des dessins de leur activité professionnelle, ils commencent à établir des relations d'enchaînement. Cela les pousse à réfléchir sur la signification de ces activités dans leur contexte professionnel. Dans ce cadre, les dessins réalisés par les apprenantes sont des signes. Le signe représente les manifestations concrètes de l'activité. L'interprétant et la signification que les acteurs attribuent à ces signes, l'objet et la réalité que ces signes cherchent à présenter. L'acte de dessiner engage les apprenantes activement, stimulant leur créativité et leur pensée critique. Ça leur permet d'explorer des relations et des significations, d'externaliser leurs pensées, clarifier leurs idées complexes et structurer leurs réflexions. Lorsque les apprenantes échangent autour de leur création, elles co-construisent des significations et affinent leur compréhension des enchaînements des tâches. Ces discussions permettent de négocier des interprétations et de clarifier des idées, transformant les dessins en un outil de communication et d'apprentissage collaboratif. Cette approche
se distingue par des valeurs essentielles telles que l'équité, la conscientisation et la co-construction de savoir. Commençons par le principe de l'équité. Il affirme que les circonstances personnelles ou sociales comme la race, le genre, la classe sociale ou le milieu familial ne doivent jamais constituer des obstacles à l'éducation. Chaque personne a la capacité d'apprendre en s'appuyant sur son propre contexte de vie. Passons maintenant à la co-conscientisation, qui implique d'éveiller les consciences des apprenantes face à leur réalité sociale. Cette approche encourage l'analyse des structures de pouvoir et l'engagement pour le changement. Enfin, la co-construction de savoir repose sur des valeurs de collaboration, d'échange et de reconnaissance des diversités. Elle souligne l'importance de l'interaction entre apprenants et formateurs, créant un espace d'apprentissage où chacun peut contribuer activement. L'approche sémiodidactique repose sur certains nombres d'outils, parmi eux l'outil des 5 M. Il aide les apprenants à organiser leurs idées et à analyser en profondeur les activités d'apprentissage et à identifier les opportunités et les défis potentiels. Cet outil examine 5 dimensions de l'activité professionnelle, le milieu, le matériel, main-d'œuvre, donc milieu, matériel, main-d'œuvre, matière d'œuvre et méthode de travail. D'autres outils, c'est les analogies. Qui permettent d'établir des ponts entre concepts complexes et réalités familières. Donc, elles rendent l'apprentissage plus accessible et intuitif. Là, j'aimerais bien vous donner un exemple très pertinent que Madame Monia nous a introduit, c'est la préparation de couscous. Hein, l'analogie entre le phénomène de distillation et la préparation de couscous a aidé pas mal de femmes qui ont participé à la formation à bien saisir le phénomène et les concepts de pression, un concept. Étant physicienne, je sais la difficulté d'acquérir ce concept de pression. Et ben, avec certaines analogies, on peut voir les femmes sensibles. Hein, on ne peut pas dire qu'ils ont pu acquérir ce terme scientifiquement, mais ils sont capables de le voir, le sentir dans leur expérimentation, dans la distillation. Le troisième outil qu'on utilise, c'est le récit de l'activité. Vu la richesse de l'expérience des femmes en milieu rural, et vu aussi que ces expériences peuvent constituer soit des obstacles, soit des ressources pour l'apprentissage, il est important de les faire sortir. Et je l'ai dit, je peux vous donner des exemples là. On a vu des femmes nous expliquer que la meilleure façon d'avoir des poules à partir des œufs, c'est de leur chanter certaines chansons. Et on a pu entendre pas mal de chansons sur ce type-là, sur ce genre de phénomène. Le passage de l'œuf à la poule se fait, selon eux, en chantant quelques chansons pour ces œufs, elles vont donner des poules. Et c'est vraiment, ça fait un obstacle pour l'apprentissage. Et il a fallu un travail sur ces représentations de la part des formatrices pour
faire dégager ces idées qui font obstacle et aussi les travailler pour montrer qu'elles ne sont pas efficaces et que voilà, la science, elle les remplace par quoi? C'est pas évident de dire à ces femmes, vous savez, ne chantez plus ces chansons parce que ça sert à rien. Il a fallu en discuter, il a fallu amener des preuves scientifiques qui permettent à ces femmes d'accepter le point de vue scientifique et se débarrasser de ces habitudes. Un dernier outil que l'approche didactique l'utilise, c'est la covalidation des signes. Vous savez, les connaissances ou le savoir local de ces femmes, on le transforme en dessin. Mais ces dessins, on ne passe pas avant qu'ils soient co-validés par tout le groupe. Alors, quel serait le signe qu'on va donner à un œuf fécondé pour le différencier? Il y a une discussion. C'est à la fin qu'on accepte de mettre un œuf avec un signe plus pour dire que c'est un œuf qui a été fécondé. D'accord? Et ça mène à une discussion, et dans la discussion, effectivement, le choix de signes nous fait sortir leur compréhension et leur perception des choses. Pourquoi plus? Pourquoi pas moins? Ça se discute. Ça montre une certaine perception des choses. Donc, et le dernier outil, quand je viens de dire, c'est la co-validation des signes. Bon, je sais que c'est une approche assez nouvelle, assez costaud, si je permets de dire. Et donc, et ce que je viens de dire, c'est assez théorique aussi. Donc, je vais essayer d'un peu opérationnaliser par un exemple. Effectivement, la formation en distillation des plantes médicinales et aromatiques à Gendoub était l'occasion, dans le projet GPR8, d'appliquer l'approche sémiodidactique. Alors, si je peux vous décrire un peu le déroulement de cette formation, elle a commencé par cerner le savoir local des participantes. Hein. C'est là où elles nous ont fait sortir pas mal de chansons, pas mal de récits. D'accord? Elles ont dessiné et puis expliqué leurs dessins. Donc, elles ont exprimé leur pratique à travers ces dessins. Et à la fin de cette étape, nous avons co-construit et co-validé un tableau de signes qui va servir à la suite pour la formation. Une fois ce tableau de signes a été construit, un espace de confrontation de savoir se crée. Un espace de confrontation de savoir entre les participantes et les formatrices. À la fin de cette discussion de confrontation, il se peut on peut conserver notre tableau de signes, mais y ajouter d'autres signes si la discussion le montre nécessaire. Après, c'est la mise en œuvre de l'outil 5.1. Elle commence par explorer cet outil à travers un brainstorming sur des exemples concrets de la vie quotidienne. Hein? La préparation. Excusez-moi, Madame Kaufer. Oui, Excusez-moi, je tiens juste à vous rappeler qu'il vous reste 3 minutes. ok, rapidement alors je vais On faire. va essayer de faire vite. Merci. Ok, on va faire rapidement donc. Et donc la dernière étape, c'est la mise en œuvre de l'outil 5M qui permet de un peu analyser toute l'activité. Et en 3 minutes, donc je vais vous parler rapidement d'une autre méthode qui a été utilisée au cours de ce projet, c'est le champ école CEP Alpha, champ école des producteurs avec mention d'alphabétisation.
L'objectif, c'est de faire acquérir des compétences techniques de production agricole associées à un champ lexical approprié. Donc, c'est un processus d'apprentissage en groupe dans lequel les agriculteurs et les agricultrices, pour nous, pratiquent des activités d'apprentissage par l'expérience qui les aide à comprendre l'écologie de leur champ et à améliorer leurs pratiques. L'alphabétisation, dans ce cas-là, n'est pas stricte, elle est directement reliée aux activités agricoles réelles. Par exemple, lire un calendrier agricole, noter les doses de semences, lire les étiquettes des semences. Donc, je vais passer rapidement pour le dernier slide pour donner un exemple d'application de CEP Alpha dans la région de Corouan. C'est pour l'identification des problématiques d'approvisionnement et de qualité des semences. Un champ école a été créé pour le sorgho. Euh, c'est très cultivé dans la région de Coro, sur une parcelle choisie collectivement, en respectant des règles d'éloignement pour assurer la qualité de production. L'activité d'alphabétisation qui a accompagné ça, c'est la lecture des étiquettes de semences certifiées et le déchiffrage des informations essentielles pour relier théorie et pratique. J'espère que j'étais à l'heure, Maïma. Oui, très bien, merci Alors, je beaucoup. vous remercie, si vous permettez de remercier le public et de terminer pour dire que j'étais très heureuse de participer à ce projet. J'en remercie Madame Monnier de m'avoir donné cette opportunité et de voir réellement le terrain. Je remercie tous les membres de DVV pour l'aide qu'on a eue de votre part tout le long de ce projet. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et enrichissante. Donc, s'il y a des questions de clarification, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, je voudrais partager avec vous une vidéo, une vidéo de témoignage qui illustre le travail et l'impact de ce projet sur le terrain. Donc, je vais voir s'il y a des questions de clarification. Sinon, après la vidéo, il va y avoir une discussion de 35 minutes autour des deux interventions. Bonjour Oumema. Il y Oui, a une bonjour. question de clarification à notre Très niveau bien, ici avec d'accord. M. Sisté. Ok, bonjour. Je reviens encore et merci pour la présentatrice. Juste une question de clarification. Elle a parlé de 5M. Et je voulais avoir des éclaircissements parce que j'ai eu la chance quand même de participer à une formation où On ne on vous nous a entend pas très présenté. bien. On n'arrive pas à vous entendre. Madame Kauter, est-ce que vous entendez Non, 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 non. Ok, donc on va... Ma préoccupation, ma question, c'est par rapport à l'outil 5M qu'elle vient de présenter. Oui, Voilà, j'ai eu la chance de participer à une formation où on a présenté cet outil, l'outil d'Ishikawa, oui, c'est le même, oui. où on ajoute d'autres paramètres. D'aucuns parlent de 6, 7 et même 9M. Ouais. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on doit se limiter dans l'analyse pour récupérer les idées et puis les arranger, on doit se limiter à 5M ou bien on doit aller au-delà jusqu'à 9M? Ma question, c'est par rapport à ça. Parce que les paramètres que la personne a utilisé, le formateur, je me rappelle encore, il a pris en compte les mesures, les moyens financiers, le moment, le mental, c'est-à-dire la volonté pour le bénéficiaire et la maintenance également en termes de durabilité. Ouais. J'aimerais vraiment savoir et avoir des éclaircissements. Est-ce que dans l'analyse, on doit intégrer tous ces paramètres ou bien on doit se limiter à 5M? Je vais répondre, mais je pourrais aussi donner la parole à Monia si elle veut ajouter quelque chose après. Effectivement, selon la nature de la formation.
Et selon ce qu'on fait de l'outil 5M, le, le- 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 le poisson de Chikawa, selon ce qu'on va faire. Dans notre cas, les 5M suffisent. D'accord? Parce que notre objectif avec les 5M, c'était de réorganiser d'une manière opérationnelle l'analyse de l'activité. D'accord? Afin de cerner les difficultés éventuelles et les pertinences que ça peut apporter. Dans d'autres formations, effectivement, on peut aller à 6, à 7, à 9 dimensions dans cet outil selon l'objectif de la formation. Pour nous, pour ce que on avait proposé pour ce projet GPR8, les 5M nous étaient largement suffisantes. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous Très bien. permettez, Kauthar, j'ajoute, pour nous, le poisson d'Ishikawa, donc les 5M dans notre projet. Donc, on a fait, bien sûr, on n'a pas utilisé le poisson d'Ishikawa tel que l'objectif, c'est de résoudre des problèmes. Vous savez que le poisson d'Ishikawa, c'est surtout pour la résolution du problème. Ce que nous, autant que, donc, pour l'approche sémiodidactique, on a fait l'adaptation des outils à nos besoins, bien sûr. Quand on parle des 5M, pourquoi on utilise uniquement les 5M dans l'approche sémiodidactique? Parce que l'objectif, c'est d'analyser l'activité pour donner une opportunité aux apprenantes de partager un même langage donc, et de dégager ce langage à partir des 5M, de décrire leur milieu de travail, c'est-à-dire de l'observation directe. Mais si on va développer, bien sûr, d'autres, mais si on a d'autres objectifs, par exemple, si on va développer un cours sur par exemple, la gestion financière ou bien le marketing pour la vente des produits, c'est autre chose. Mais donc, on va parler des moyens et ainsi de suite, mais on peut toujours, uniquement avec les 5M, on peut aussi bien introduire toutes les composantes du projet et on part d'une activité réelle, donc on utilise dans l'approche sémiodidactique, on a adapté euh, l'outil des 5M, c'est-à-dire on ne l'utilise pas tel que proposé par, donc, plutôt dans les cours de qualité et ainsi de suite. Et c'est bien parce qu'on a eu une très longue discussion en Algérie sur les 5M et l'adaptation des 5M et pourquoi on utilise uniquement les 5M et spécifiquement pour décrire l'activité. Merci. Merci. Oumema, merci. Il y a mon collègue, M. Gouba, qui souhaitera avoir les adresses email de Mme Mounia et de Mme Koutser pour continuer à correspondre avec elle, échanger. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord, donc on va passer maintenant à la... est-ce que, Madame Kauthar, est-ce que vous pouvez arrêter le Tout partage de de votre suite. écran? Voilà. OK. Donc, on va passer à la projection de la vidéo. C'est un professeur.
l'engagement يوصل معلومات للجمعية الانترناسيونال عندها ديزابروش l'éducation de l'économie, je vous comme c'est des approches très performantes pour la mobilisation, pour l'analyse du contexte. Ce sont des approches participatives, inclusives, qui tiennent compte de toutes les spécificités de la problématique, qui ont peur de nos interventions, et on mettant la valorisation des ressources humanitaires et on trouve de ça la richesse au sein de la l'innovation du projet Galet, c'est l'approche du programme elle se base essentiellement sur une série de formations spéciales. La formation en cascade, هو كونه عند المجموعة تكون مجموعة وتخرج الفورماتور من عند المجموعة. أنا نعرف ما نعرف. كيف تقدر المعلومة من هو يعرف. عارفين أنت اشتغل ويصلحوا من حتى عشان يعني هو نعرف هذا الصناعة. أنا باش حاولت نعرفهم جديد كيف تستخدم على القاعدة كيف معلومات معارف رأس مش حاسة كوباية حقيقة في الإنترنت باش يوحدوا نفس الطريقة يتعلموا بها الكل استعملنا لابروش ديداكتيك اللي هي بتستخدم استعمال الرسوم والرموز مش حاجة بس في الصوت خليهم يعرفوا على عنهم ويخليهم يقرأوا بالجماعة le formateur, il adopte cette approche-là, il devient sur la même longueur de signe. Donc, je vais يتعاملوا مع المرأة في الوسط الريفي إذا بيعرفوا لغتها. مثلا يا جماعة بنساعدكم بالسيميلات إنه بيعرفوا كانوا بيكون كده. تعطينا حتى هذيك وبعد شنو بتعرف المخالفات عشان التعاونية والمخالفات ما مش يضرهم الحالية اللي الشركات اللي مش يستخدموها في الأول الشركات اللي ما كانوش بطريقة تقليدية مع المتطورين والقوانين والدوكيومون ولا حاجة يعني كل شيء خلتنا أحيانا على الرسول. مش توصل بس حاجة تدريب حاجة سيئة حاجة بيسا دقائق كويسة حتى تقدر الريكورات بالباكرة على طريقة التدريب مبسطة أي إنسان حتى كل واحد مش متعلم مش قادر وش يعرف كيف المعلومة. أنا دوري مش طالب شو إنسان ما شاء الله دوري 50 جرام في كل سيد تقدر في النص وش طبعا هاي أحبط من كذا شغل معك تعلمها حتى نعمل فترة حاليا في سوي الحمد لله لازم نفعل وبين مثلا نحن قوم نحن راوتنا حتى هذا في ذلك الشيء فرق ولا هذا لما راوتنا على الكلية طبعا على وقت وأنا عليك وخاصة أنها صرف الفهم سوينا ما كش نسوي مش ولا لو جوا الصبح مش صار وعلى الليل نسيت على كذا بس ما شاء الله يتعامل حاجة على الدار عشان تشتغل. Donc il fallait ajouter une campagne internationale liée à l'ADEC, c'est le programme de formation, mais aussi le savoir-faire, pour les aider à développer des stratégies d'apprentissage, leur propre stratégie d'apprentissage. Imaginez que la philosophie de l'humanité a de cette manière et en l'enfance avec cette approche. ساعة مرة يمكن نجم أي إنسان يتعلم والأم يتعلم واللي قاعد يتعلم واللي راهو رسمي حاجة قبل حياتي ما شرط حياتي إحنا نتكلم مع la cosa è che adotté di maniera extraordinaria e massima questa gara del tempo dice ma non نشوفوا احنا للوزارة اللي يعبروا مرة ثانية من عبارة على دائرة السيكل الثاني من غير نحن ساسي ديجا من تعرف. Merci beaucoup. Donc, je voudrais donner la parole maintenant aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à l'oral ou via le chat. Il y a aussi mon collègue Abdoulaye du bureau DVV International Mali qui est également présent pour vous assister et faciliter la discussion. Donc voilà, nous sommes à votre écoute.
Une question de Safouine Alayed. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je te remercie Oumaima, pour la bonne modération de ce webinaire. Je remercie également les deux présentatrices, que sont Madame Monia et Madame Kauthar. Je me présente, Safwan Ali, le directeur du bureau de vie international Tunisie. Moi, j'étais un témoin sur ce projet. Et je félicite une autre fois les deux experts ainsi toute l'équipe pour ce bon projet et surtout l'impact de ce projet avec les bénéficiaires et dans les deux régions parce que le projet était sur deux régions qui sont classées un peu défavorisées en Tunisie sur plusieurs niveaux. Ma première question, j'ai deux questions mais rapidement. Donc ma première question c'est à Madame Monia. C'est si vous pouvez, Madame Monia, nous donner plus d'éclaircissements, surtout sur le côté de la valorisation du savoir local et, et comment justement ce savoir local a permis, a permis à vous et à l'équipe de réussir ces activités et ce projet. Et bien sûr, à la fin, ma deuxième question, c'est complémentaire. Si vous pouvez aussi citer quelques clés de réussite de ce projet que je trouve, moi, très réussi, surtout au niveau d'impact ou bien sûr avec les partenaires. Et merci beaucoup une autre fois. Là, on est vraiment à l'extrême nord de l'État, c'est déjà le Nouveau Sultan, c'est vraiment un lieu assez compréhensible de moment avec Oui, mais est-ce qu'on répond au fur et à mesure ou bien on attend toutes les questions et on répond à la fin? Madame Monia? Oui, est-ce que je réponds ou bien on attend toutes Oui, les bien sûr, vous questions? pouvez répondre. Oui. Ah, d'accord, merci. Donc, Juste, Madame Zahia, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre votre micro. Ah, d'accord. Ok, ok. merci pour ces questions, Safouine. Donc, pour la valorisation du savoir local, puisqu'on parle surtout de l'approche sémio-didactique, donc l'équité, c'est très important par rapport au savoir. Donc, pour nous, on tient compte d'ailleurs, Mme Kauser l'a bien expliqué, comment on fait évoluer déjà le savoir local en savoir, en savoir. Donc, on se base au début sur le savoir local, d'où on dégage, surtout par exemple dans le cas de l'agriculture, c'est-à-dire on essaye de dégager le maximum d'informations et de savoir qui est déjà maîtrisé et pratiqué par la population. Et en ce moment, c'est-à-dire le formateur, c'est plutôt facilitateur et la main au savoir, c'est l'apprenant qui l'a. Et là, on parle d'équité, donc on tient compte de ces savoirs. Puis, c'est le formateur après qui va développer en fonction de ce qui est déjà existant et comme l'a dit Madame Kauthar, donc de faire de corriger les conceptions erronées et d'avancer avec lui, mais on part toujours du savoir-faire de la population locale et à partir de là, on développe.
Donc, je crois, bon, les points clés de réussite du projet, c'est ça votre deuxième question? C'est ça la deuxième question? Les points clés de réussite, c'est tout d'abord euh, donc la participation, on a vraiment mis en acte l'approche participative, c'est-à-dire tout le monde euh, ont, ont participé au projet, que ce soit tous les parties prenantes, comme je venais de le dire, l'information, la circulation de l'information. Et que ce soit au niveau de l'équipe de DVV, donc vous voyez que pratiquement, que ce soit l'équipe de communication, que ce soit l'équipe technique, que ce soit la finance, tous, ils ont participé aux visites de terrain et ils ont bien euh, donc suivi les activités de projet. En même temps, les autorités locales, donc les CRDA, ils ont même des formateurs. On a même des formateurs qui sont déjà du CRDA de Jandouba et de Kérouan, donc qui ont, eux aussi, ils ont fait partie des formateurs relais. Eux aussi, ils étaient des formateurs relais. Et en plus, le côté pratique, puisque on part toujours, ça c'est principe si de l'approche sémiodidactique, c'est qu'on part toujours d'une activité réelle réelle et à partir de quelle, c'est-à-dire on fait le développement de connaissances et généralement l'activité réelle, c'est une activité qui est bien plus ou moins maîtrisée par les apprenantes. Là où on développe, comme a dit aussi Madame Kaufer, les outils de l'approche pour s'assurer qu'on a la même compréhension et on s'inscrit dans une dynamique de co-construction, de co-validation. La co-validation est très importante, c'est-à-dire on parle tous le même langage, que ce soit les formateurs relais, les formateurs mentors, seniors, les bénéficiaires finaux, l'équipe technique. Donc, on parle tous le même langage. Ça, ce qui est très important aussi. Et en plus, la flexibilité de gestion, et là, je tiens à remercier euh, donc que ce soit DVV International et l'FAO aussi pour la flexibilité donc, de gestion. On a pu donc à chaque fois faire l'amélioration en fonction de feedback qu'on a, que ce soit de la formation ou bien les contraintes de terrain. Donc, l'information a bien circulé dans toute l'équipe. Donc, vraiment, euh, l'appropriation du projet était par tout le monde. C'est ça Si tu le permets, secret de Mounir. réussite, si vous voulez, du projet aussi. Oui, تفضل كوثر. Voilà, si tu permets, allez, juste, je voudrais ajouter sur ces deux questions quelques exemples concrets. Pour la valorisation, par exemple, du savoir local, il y a deux choses qui ont été faites. En faisant parler les femmes, elles extériorisent leur savoir local. Alors, deux choses. Eh bien, on construit sur ce savoir. S'il est un levier, s'il y a un obstacle, on essaie de le travailler. Un exemple concret, ce que Madame Manel, au départ, pour la formation pour les fermiers, les femmes lui demandaient dès le départ, écoutez, nous savons comment faire les poules, mais expliquez-nous comment on va les soigner. Nous voulons les médicaments. Et c'est là où il fallait travailler avec les femmes pour leur montrer que avant d'aller chercher des médicaments, et si on peut faire des petits gestes qui permettent d'éviter
les maladies et donc d'éviter de prendre les médicaments. Et ça, il a fallu un travail, d'accord, avec ces femmes. Pour le deuxième point, à mon avis, ce qui a fait la réussite de ce projet, c'est 2 points. C'est la confiance totale. On a travaillé dans un climat de confiance totale. Euh, N'importe quelle idée, on l'accepte. Et donc, les femmes se sont senties en sécurité. Elles peuvent exprimer leur point de vue. Et deuxième point, c'est cette idée de travailler sur la, l'activité parlée, leur pratique parlée, les faire parler de leur pratique. Ça a valorisé leur savoir, mais aussi ça les a mis en confiance et en sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kaufer. Il y a Monsieur Saïd Rakib qui a aussi une question. Et aussi, on a des questions sur le chat. Donc, on va commencer par les collègues qui ont la main levée. Monsieur Saïd, je vous passe la parole. Merci, Oumaima. Merci à nos chères présentatrices, Madame Mounia et Madame Kautar. Moi, j'ai 3 petites questions à vous poser, mesdames. La première, quels sont les supports et les thématiques qui ont été utilisées dans le cadre de la conscientisation de ces bénéficiaires. Parce que nous, ce que j'ai reçu comme message, c'est que ce projet-là, il va un peu secouer les structures patriarcales de la campagne tunisienne. Et c'est pas chose facile. Autre chose, est-ce que les instances qui ont les instances de base et les formatrices et les formateurs ont été choisis en prenant en considération les messages à faire passer. La troisième question, c'est que y avait-il un contact, une discussion avec les communautés locales? Parce que sans l'adhésion des communautés locales, le projet n'aura pas l'impact voulu. La troisième question, c'est que quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties de pérennisation après la fin du projet? Et y a-t-il la possibilité de démultiplier ce projet qui aura un impact très positif sur les femmes dans la campagne tunisienne? Merci beaucoup. Monia, tu commences, Oui, puis oui, je vais répondre, oui. Bon, je vais commencer je vais répondre à 2 questions, si tu veux. Pour la communauté locale, donc, bien sûr, comme on vient de présenter, donc, ils ont été impliqués dans toutes les étapes du projet. Donc, même, donc, que ce soit à la FAO au début, ils ont fait une étude de diagnostic qu'ils nous ont fournie. Donc, nous, on a fait l'analyse déjà documentaire qu'on a eue. Et en plus de ça, on a fait l'enquête socio-économique qu'on a présentée au début de ma présentation. Donc, l'enquête socio-économique, là où presque tous les parties prenantes du projet ont participé, donc, ont participé à quelques visites de terrain, mais les experts qui ont travaillé sur le projet, ils ont participé euh, euh, à toutes les visites de terrain, la réalisation d'enquêtes et ainsi de suite, ce qui nous a
permis tout d'abord d'avoir un langage partagé entre, donc, bien sûr, les experts qui sont des docteurs et des professeurs, donc qui ont descendu au terrain, donc qui ont beaucoup de savoir, mais la réalité du terrain, donc ils l'ont vu directement, et en même temps, ils ont pu aussi partager, avoir un langage commun avec les bénéficiaires. Vous parlez de la conscientisation, donc la conscientisation, c'est-à-dire nous, au moins, selon les principes donc, de l'approche sémiodidactique, pour nous, la conscientisation, on le fait, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est entre autres un peu l'éducation transformative. Donc, c'est à travers l'implication de la population. Donc, même on a discuté avec eux leurs besoins en formation, quelles sont les pistes d'amélioration de leur production, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme activité génératrice de revenus. Donc, euh, donc, comment garantir la pérennité de l'activité? Bien sûr, pour garantir la pérennité, c'est-à-dire c'est dès le début, on doit tenir compte que l'activité qu'on propose doit être pérenne. Et ici, c'est à travers la relation et l'appropriation du projet par la population sur lequel on a travaillé durant toute l'année du projet. Donc, la formation, donc on a identifié avec eux les besoins en formation. Donc, et en plus, on a discuté avec eux donc comment on va mettre la mise en place du projet lui-même. Donc, ils ont été formés sur les équipements qu'ils ont eu après, qui ont servi comme des équipements de production. Et c'est comme si non seulement une formation sur une année, mais plutôt c'est un accompagnement à la création de projets et en même temps la formation. Les deux étaient en parallèle. D'ailleurs, donc, puisque notre approche, c'est bottom, donc on a commencé par la formation. Donc, on a commencé par l'identification de besoins. C'est avec eux qu'on a validé, on a vu, on a fait l'analyse donc, de notre milieu, des équipements nécessaires, donc du matériel, de la matière d'œuvre qu'il faut pour chaque formation. Et c'est ça aussi, c'est ça. Donc, puisque on va les former sur des activités qui vont après les développer dans la production, donc que ce soit pour la production de semences ou bien pour le poulet fermier. D'ailleurs, je vous donne quelques chiffres. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, donc on a à peu près 6 000 poussins qui ont été produits par la population. Et donc, à travers les couveuses qu'ils ont eues, et c'est une activité qui continue, puisqu'ils ont trouvé leur compte. Nous, on a terminé le projet au mois de mai, mais elles continuent à produire puisqu'elles vendent. Donc, l'apiculture aussi, nous, on a fait la formation théorique au début, après, on a fait l'acquisition des équipements, et comme vous le savez, on est au mois de juillet, ça a commencé, ils ont commencé à faire la récolte du miel. Et pour aussi le blé et tout, vous avez vu, donc ils ont déjà fait, ils ont cultivé leur blé. Et donc, tant qu'il y a de la production, tant qu'il y a de la vente, tant qu'il y a le gain d'argent, donc c'est ça la pérennité du projet. Donc, ils ont déjà un savoir-faire qu'ils ont développé et en même temps, ils ont des activités génératrices de revenus
qui est solide parce que dans notre diagnostic, on a vu qu'il y a d'autres projets qui leur ont donné des équipements, mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés pour se servir de ces équipements. Donc, la force du projet, c'est qu'on a fait le suivi du projet à partir de l'analyse du contexte et là, tout ça s'est fait dans un esprit de co-construction. La co-validation, elle était durant toutes les phases du projet jusqu'à la production. Ils l'ont vu réel. Donc, si tu vois, donc il n'y a pas plus comme indicateur, comme les poussins que tu le vois chaque jour, on partage avec eux tous ces réussites. Donc, on a des groupes WhatsApp, donc ils sont toujours connectés entre elles, elles essayent de développer eux-mêmes les activités, déjà, il y a quelques GDA qui sont essayés de s'organiser en réseau pour la vente de leur production, pour avoir des normes, soit pour avoir des conditions de vente, euh, pour développer leur propre stratégie de commercialisation pour la vente. Et voilà. Si tu permets, Monia, j'ajoute un tout Ouais. petit peu sur l'idée de conscientisation. Et effectivement, on a travaillé sur ça au départ, dans les débuts de séance, quand les femmes commençaient à faire le récit de leur activité, le récit de leur activité qui se mêle généralement au récit de leur vie. L'activité s'interfèrent avec leur vie. Et on a vu des femmes qui nous ont raconté des drames qu'ils ont eus. Je me rappelle de la femme qui a perdu toutes ses poules et ses deux enfants lors de la construction de barrages. Et à la fin, elle nous dit, je veux réussir contre ce barrage. Je me rappelle de la femme qui était très peu scolarisée, mais elle voulait être une femme relais. Et elle a dû faire un travail énorme sur son estime de soi pour accepter que le peu de scolarisation qu'elle a eu n'est pas un handicap pour être une femme relais. Nous avons travaillé aussi avec eux sur le fait qu'en groupe, elles peuvent avoir un pouvoir qu'elles ne l'avaient pas quand elles étaient toutes seules. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé, c'est sur ce travail de conscientisation qui a été fait tout le long de ces formations. Et comme je viens de vous le dire, effectivement, leur pratique parlée ou le récit de leur pratique se mêle généralement par des moments où elles expriment les difficultés qu'elles ont, le fait que elles veulent changer leur vie, leur façon d'être, et c'est là que le travail se fait. Deuxième point sur lequel je voudrais vous parler, c'est le choix des formateurs, surtout les formateurs mentors. Ce choix a été fait, bien sûr, sur leur savoir faire et savoir scientifique. Ce sont des chercheurs chevronnés dans leur domaine et des enseignantes dans leur domaine, mais ça ne suffit pas. Et le choix aussi a été fait sur leur volonté d'adhérer à ce projet. Elles vont pas enseigner ou former ces femmes à la manière dont elles forment ces étudiants. Elles vont changer de pratique. Elles sont prêtes à changer de sa pratique
Et effectivement, on s'est rendu compte qu'ils ont adhéré facilement à l'approche sémiodidactique. L'approche sémiodidactique, ce n'est plus Monia seulement. Toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, des experts en andragogie, aux formateurs mentors et aux formateurs relais. Il fallait y être sur place et voir ces formateurs relais, comment elles manipulaient, comment elles mettaient en œuvre l'approche sémiodidactique. Hein. Je m'excuse de le dire en arabe. Russoum, les dessins. Hein, ces dessins. Donc, effectivement, donc le choix, c'était surtout sur la volonté d'adhérer à ce projet, changer les pratiques et accepter nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on a eu une transformation. Les formatrices ont eu une éducation transformatrice. Le choc qu'on a eu en descendant au terrain nous a transformés nous-mêmes. Et c'est pas pour rigoler, mais je vous ai dit, je l'ai dit toujours, eh ben, ça m'a éloigné un peu des équations de Schrödinger et de la mécanique quantique. Je suis allée voir un peu les poules, le miel, les abeilles, et c'était extraordinaire. Merci beaucoup, Madame Kauthal, pour votre réponse. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste pas beaucoup de temps. En fait, il nous reste plus de temps, mais on va ajouter quelques minutes parce qu'on a beaucoup de questions et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc, on va opter pour des réponses courtes pour les questions qui restent. Il y a mon collègue Abdoulaye qui souhaite intervenir. Je vous passe la parole, Abdoulaye. Merci, Oumema. C'est plutôt mon collègue Yuba qui souhaiterait intervenir. OK. Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport au volet alphabétisation. Je ne sais pas si c'est une option pour l'équipe parce qu'ils disent que en matière d'alphabétisation, la formation a été orientée sur la lecture des étiquettes des semences certifiées. Nous mettons en œuvre un projet similaire d'autonomisation des femmes et des filles où nous avons des activités professionnelles, c'est-à-dire les corps de métier. Nous avons également des activités génératrices de revenus, par exemple le maraîchage avec les chaînes de valeur comme la production, transformation, commercialisation et conservation. Mais nous avions estimé que l'éducation, l'alphabétisation doit être un volet transversal pour que ces bonnes femmes puissent consommer la formation qui leur sera dispensée et ensuite utiliser les acquis sur le marché. Je prends l'exemple sur la coupe-couture, par exemple. Il faut un minimum de connaissances en lecture, écriture et calcul dans sa langue, bien sûr, pour pouvoir faire la mesure de ton client. Et si je prends l'exemple sur l'agriculture, le maraîchage, il faut connaître quand même les poids, les quantités pour pouvoir voir est-ce que je fais des bénéfices, oui ou non. Donc, c'est des compétences instrumentales qui sont réellement dispensées à ces femmes. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est une option pour le projet de se limiter seulement à la lecture des étiquettes des semences certifiées. Est-ce que cela pourrait vraiment les renforcer parce que c'est des gens qui sont dans l'agriculture, qui sont dans d'autres sous-secteurs de l'agriculture? Est-ce que ça va les aider sur le marché de l'emploi? C'est ça ma question. Je vais répondre rapidement à cette question. Effectivement, c'était l'exemple qu'on a donné. C'était sur un exemple de culture de semences. On vous a donné un exemple. C'est pas ça, c'est pas uniquement ça qui a été fait, mais un exemple où l'alphabétisation n'est pas abstraite, elle était fonctionnelle, effectivement. C'est le fait de lire les étiquettes des semences leur permet de choisir selon leur terrain les semences adéquates. Mais ce n'est qu'un exemple. D'accord?
J'ajoute que pour l'alphabétisation, effectivement, donc, DVV International, donc à travers ses partenaires tels que le ministère des Affaires sociales et le Centre d'éducation euh, des adultes et l'éducation tout au long de la vie. Donc, à partir de ce projet aussi, on peut bien sûr développer, utiliser la formation technique et donc puisqu'on a un peu de temps, comme a dit Oumaima, mais pour nous, tout ce qu'on a fait, donc, il peut constituer un champ lexical qui peuvent être valorisés par les formatrices d'alphabétisation après. Et d'ailleurs, on a une localité qui ont exprimé leurs besoins parce que la plupart sont non scolarisés. Donc, et parmi les objectifs aussi du projet, c'est d'identifier d'autres besoins qui peuvent être développés à travers les autres partenaires. Mais tout ce qu'on a fait techniquement, il peut servir là pratiquement, donc selon l'approche sémio-didactique, ça, on peut utiliser tout ce champ lexical pour développer des cours d'alphabétisation et bien sûr de calcul et d'écriture et ainsi de suite. Merci beaucoup. Donc, on a deux questions un peu similaires dans le chat. Donc, il y a la question de Madame Mehe Barguewi et une question de Monsieur Tahar Ben Hassin. Et on vous demande, la question concerne le suivi à distance des bénéficiaires ou comment assurer la continuité et la durabilité des résultats et des effets positifs de ce projet. Donc, je vous passe la parole, Madame William. Donc, pour assurer la continuité et la durabilité, donc, puisqu'on a au moins assuré un développement économique visible, c'est-à-dire des bénéficiaires, mais je crois la question aussi, c'était comment, pour la capitalisation, ou dans quelle mesure ces actions peuvent être durables, point de vue pour le projet, pour valoriser ces approches et ces méthodes qu'on a optées, donc la capitalisation. L'objectif, c'est pour nous, la capitalisation par la communauté est plus ou moins assurée à travers ces formatrices relais. Et ces formatrices relais, donc maintenant, à travers la reconnaissance de leur savoir-faire donc, et de leur formation à travers l'obtention des certificats de formateurs relais. Donc, quand on voit réellement sur le terrain, comment elles ont fait le suivi. On a dit, donc on a exigé que pour avoir un certificat de formatrice relais, il y a un certain nombre de formations que la formatrice doit assurer. Donc, tout est étudié en fait, parce que comme je vous ai dit, c'était une équipe multidisciplinaire. Donc, l'équipe des experts était tellement multidisciplinaire que ce soit en andragogie. Donc, on avait donc Madame Kauthar Rassa et Madame Shiraz. Et que ce soit l'équipe technique, on avait aussi les structures telles que la VFA, Madame Rim et son équipe, avec qui on a beaucoup travaillé pour valoriser et en même temps, les deux formatrices, soi-disant, les deux experts techniques en production animale et végétale, c'était des enseignantes à l'école d'ingénieurs de Matre, donc était Neila Saï, Manel Barabi, donc en même temps Lamir Hamrouni, donc toute l'équipe était vraiment, ils ont travaillé sur le transfert de compétences aux formatrices relais
Et on a eu des productions. Donc, chaque groupe a produit son propre guide de formation et donc ils vont assurer d'autres formations pour d'autres équipes qui sont donc dans leur région, parce que c'est important que le formateur, pour garantir la pérennité, il faut garantir un service de proximité. Et quand on a fait la dernière visite d'accompagnement, quand tu vois les formatrices relais, par exemple, en apiculture, avec son cartable, elle se déplace à toutes les bénéficiaires parce qu'elle a un certain nombre d'accompagnement à faire pour toutes les bénéficiaires. C'est ça, les critères de choix étaient un peu ont été faits de la sorte qu'on assure la pérennité de la formation et pratiquement on a créé une communauté apprenante, je peux dire. Très bien. Alors, pour finir, je vais fusionner deux questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il y a la question de monsieur Hassan Slimani et la question de monsieur Youssef Aouedi. Donc, c'est à propos de l'approche sémio-didactique. Elle permet aux analphabètes d'apprendre, même s'ils ne savent pas lire et écrire. Donc, est-ce que vous pensez que désormais, ils n'ont plus besoin de s'alphabétiser? Et une question de monsieur Aouedi qui est aussi dans ce même contexte. Est-ce que vous pensez que l'approche sémio-didactique pourrait améliorer la pédagogie dans la formation des adultes en Tunisie, notamment dans les métiers techniques? Bon, moi, je vais répondre à la question de M. Hassan Slimani. Je laisse la question de Ok, M. Aouadi à Kauthar, si vous permettez, Kauthar. ok, bien sûr. Alors, on n'a pas beaucoup Bon, de temps, on va essayer de oui, finir rapidement. 15 heures. Euh, On a 4 L'approche, minutes, c'est bon? d'accord. L'approche sémiodidactique, c'est vrai qu'elle permet aux analphabètes d'apprendre, mais c'est-à-dire, elle permet aux analphabètes d'apprendre, que ce soit euh, d'apprendre à lire et à écrire, que ce soit d'apprendre aussi euh, les, c'est-à-dire des activités professionnelles. Mais est-ce qu'on peut s'en passer de l'écriture et de lire et d'écrire? Donc, non, bien sûr que non, puisqu'on veut. Mais l'approche sémio-didactique comme relais, quand on parle des activités professionnelles, c'est un relais comme relais pour l'alphabétisation, parce que nous, on veut que la population s'inscrit dans une dynamique d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, il y a l'approche sémio-didactique, donc elle est dynamique, c'est-à-dire on passe de la formation professionnelle à l'alphabétisation et vice-versa. Voilà. Merci, Monia. Donc, bon, je ne vais pas être modeste, je vais le dire clair et net. Je pense que l'approche sémio-didactique va révolutionner même la formation professionnelle des adultes en Tunisie. Euh, si vous prenez les principes même de la didactique, je pense, Youssef Aouadi, vous avez des idées un peu sur la didactique professionnelle. Si vous prenez les principes même de la didactique professionnelle euh, introduite par Pastré, vous voyez bien que l'approche sémiodidactique nous offre les outils qui permettent de réaliser ces conditions, hein. J'ai cité quelques-uns, un peu le diagnostic de travail, l'analyse de travail, la synergie entre théorie et pratique, l'aspect réflexif et
En plus de cela, elle tient compte des caractéristiques de l'apprenant adulte, de son savoir, de l'estime de soi. Elle tient compte aussi de tout ce qui est des aspects cognitifs et connatifs qui accompagnent l'apprentissage des adultes. Donc, à mon avis, elle pourrait révolutionner la formation des adultes en Tunisie. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Kautel. Donc, comme je viens de le mentionner sur le chat, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions et on a reçu vraiment beaucoup de questions. Donc, ça ne va pas être possible de répondre à toutes ces questions. Par contre, j'ai mis Mais vos adresses mail dans le chat et j'invite vraiment tous les participants qui ont des questions à envoyer des emails et surtout échanger entre vous parce que c'est l'un des objectifs principaux de la plateforme Moja et du projet ACP. Et justement, ce webinaire s'inscrit dans cette dynamique de partage et de mise en réseau. Et pour finir, je vais partager avec vous la présentation de Moja. Euh, juste une minute pour ouvrir la présentation. en attendant, Omaïma, je voulais dire que on est prête pour n'importe quelle question, d'accord? S'ils veulent nous contacter directement, ou Merci beaucoup. s'il est possible d'avoir un autre webinaire sur ce projet où on aura plus de temps pour répondre aux questions des participants. Merci beaucoup, Madame Kaufel, pour votre proposition. Ça nous fait vraiment plaisir. Et comme je viens de le dire, les adresses mail sont sur le chat, donc n'hésitez pas à échanger et à envoyer vos questions. Donc, je vais rapidement vous présenter la plateforme Moja. Il s'agit d'une plateforme en ligne pour les professionnels et les praticiens de l'éducation des adultes dans le secteur public, le secteur privé, la société civile, le milieu universitaire Afrique. Donc, il s'agit d'un lieu de création de liens, d'accessibilité au profit du continent et de sa population. Et il y a plusieurs avantages de faire partie de cette communauté, comme par exemple assister à ce genre de webinaire où il y a beaucoup d'échanges d'expériences. Il y a aussi l'accès à des informations sur l'apprentissage et l'éducation des adultes en Afrique sur notre plateforme où vous trouverez des articles, des expériences, des vidéos, des ressources faciles à rechercher et à consulter et à lire. Il y a aussi des profils d'organisation d'apprentissage et d'éducation des adultes en Afrique. Donc, on partage avec vous nos contacts, on partage avec vous nos partenaires, le contact de nos partenaires. Et on aimerait bien sûr vous mettre en contact pour pouvoir échanger et apprendre des expériences des autres et des autres pays surtout. Donc, notre plateforme est mojaafrica.tn ou bien si vous voulez y accéder directement, vous pouvez juste scanner ce QR code qui est sur l'écran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la page pays. Donc il y a plusieurs choses sur Moja. Il y a des ressources, il y a des articles, il y a aussi la partie page pays qui est une vitrine nationale de l'éducation des adultes. C'est une page où on présente toutes les informations liées à l'éducation des adultes et à l'apprentissage tout au long de la vie dans l'un des pays de l'Afrique. Donc, cette idée a commencé par une collecte de données. Donc, on a commencé par faire des interviews avec vous, on a fait un questionnaire, on a collecté des informations. Et tout ça pour vous donner accès à des informations comme les politiques et cadres réglementaires du pays, les principaux programmes et projets en cours, les institutions et acteurs impliqués dans les projets, les bonnes pratiques et innovations et ressources, et bien sûr les défis et perspectives du secteur. Donc, on a collecté ces informations pour vous.
Voilà, je vais vous parler aussi de cette démarche, comment on a collecté les informations. On a programmé des rencontres avec plusieurs praticiens de l'éducation des adultes. On a préparé un questionnaire, des interviews et on a collecté ces informations. Et on a réussi à à publier les informations sur l'Algérie, le Tchad, Malawi, Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud, Tanzanie, le Togo, la Tunisie et l'Ouganda. Et on aimerait bien avoir plus d'informations et vous voir aussi participer pour l'amélioration de ces pages pays parce que la mise à jour est régulière de ces pages et si vous avez des informations à ajouter euh, à notre page pays, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos propositions sur info@mojaafrica.net. Voilà, et puis je vous laisse découvrir notre page Facebook. On a aussi un groupe qui s'appelle Praticiens de l'éducation des adultes ou Africa Adult Education Practitioners. Vous allez trouver notre communauté, la communauté des praticiens de l'éducation des adultes en Afrique. On a aussi un compte LinkedIn, donc vous pouvez nous trouver en tapant Moja sur LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube Moja-28 ALI et bien sûr notre plateforme Moja. Et puis c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis vraiment ravie de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez, je laisse le mot de la fin aux intervenantes. Madame Monia et Madame Kaufer, si vous voulez dire quelque chose avant de clôturer ce webinaire. Monia? Alors, juste pour moi, je voudrais remercier tout le monde pour cette occasion. Merci pour le DVV international de nous avoir offert cette chance. Merci pour Moja de nous avoir donné la parole et merci à tous les présents. Merci beaucoup, Madame Kaufer. Madame Monia, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Juste, je veux remercier toutes et tous les participants et merci pour les organisateurs et je souhaite qu'on aura d'autres occasions pour discuter à propos de l'approche sémio-didactique dans d'autres contextes, là où on l'a expérimenté en Algérie, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire et je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence et votre participation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou échange. Et encore une fois, merci. À très bientôt pour plus de dialogue et de partage. Au revoir tout le monde. Au revoir.